Bonjour tout le monde. Je voulais juste, enregistrer la fin du dernier cours en virologie avec un peu de retard, il faut la mettre. Donc l'objectif est juste de donner quelques analyses sur, comment l'épidémie Covid-19 s'est déroulée en France. Donc depuis le début de l'épidémie, on compte, à peu près 40 millions de cas dépistés et presque 165 000 décès. Et les deux graphes ici montrent le nombre de cas journaliers dépistés sur le graphe par-dessus. Donc on voit les différents pics épidémiques et aussi le nombre de décès par jour. Et lors de la première phase, c'est-à-dire mars-avril 2020, on voit un énorme pic de décès, mais très peu de cas dépistés. Donc le pic ici, c'est 4000 cas par jour, mais le nombre de décès, c'était pratiquement à 1000 décès par jour au plus fort de l'épidémie. Et en fait, cet plutôt faible nombre de cas est lié au manque de moyens diagnostiques. Ici, c'est mars-avril 2020, on n'avait pas les tests rapides, tous les laboratoires de virologie étaient en train de mettre en place très rapidement les tests par PCR. Donc on a une sous-évaluation du nombre de cas facilement par un facteur de 10 voire plus que ça. Donc on a beaucoup de décès, mais en fait le vrai nombre de cas ici, c'était largement supérieur aux 4000 cas qui avaient été identifiés. Ensuite, ce deuxième pic ici, fin 2020, on voit un pic de 50 000 cas par jour associé à 600 décès par jour. À ce moment-là, on a les outils de dépistage qui sont en place. Donc, le décompte de nombre total de cas est beaucoup plus fiable. Et donc là, on est à un CFR dans à peu près 1%, 1,2%, ce qui ne doit pas être loin de la réalité. Mais ici, toute la population est encore susceptible à l'infection. À ce moment-là, presque pas grand monde avait été infecté, et le vaccin n'était pas encore disponible. Alors, on avance un an, c'est-à-dire fin 2021, début 2022. C'est là où on a le plus gros pic épidémique en France avec 296 000 cas par jour, donc presque 300 000 cas par jour, mais associé seulement cette fois-ci à 220 décès par jour au pic ici. Donc on a 6 fois plus d'infections, mais 3 fois moins de décès. Et ça, c'est plutôt l'impact de la vaccination. Et depuis cette vague en début 2022, on a des pics épidémiques à répétition. Et le dernier, c'était fin 2022, début 2023. Cette fois-ci, 62 000 cas par jour, 120 décès par jour. Et en fait, un tout petit peu plus pathogène que le pic il y a un an. Alors, comment expliquer tout ça? Une chose qui est claire, c'est que en 2021-22, on a eu un moindre taux de décès. Et ça, c'est parce que la population hôte a changé entre le début de l'épidémie et 2021-2022. Donc, parce que principalement, en 2021, fin 2021, début 2022, la plupart des gens avaient été vaccinés ou infectés. Et on voit l'effet protecteur de la vaccination sur les chiffres de Gaumont français, qui sont le site web, je trouvais assez bien fait. Donc, pendant l'été 2021 jusqu'en janvier 2022, on voit la ligne bleue, c'est le nombre de tests positifs par million de personnes chez les personnes non vaccinées. Et la ligne verte, c'est le nombre de tests positifs par million de personnes chez les personnes vaccinées. Et on voit quand même qu'on avait beaucoup plus de chances
ou plutôt de risque d'être infecté si on était non vacciné. Et donc le vaccin était encore 50% efficace contre les infections. Ici, début 2022, et beaucoup plus efficace que ça, 80% ou 90% d'efficacité pendant l'été 2021. Alors, en termes de protection contre les formes graves, c'était encore plus marqué, c'est-à-dire que pour ces deux pics-là, et surtout on était en début de l'année 2022, même si la protection contre l'infection commence à être un peu plus faible, le vaccin était encore 80 ou 85% efficace contre les formes sévères. Et 80-85% minimum parce que ça, c'est une estimation brute qui ne tient pas compte des autres facteurs de risque entre ces deux populations. Donc c'est pour ça que jusqu'en pendant la période 2021-2022, on avait beaucoup de cas, mais beaucoup moins de décès. C'était l'effet protecteur de la vaccination. Alors, pendant l'année 2022, on a pu constater une diminution de l'effet protecteur de la vaccination. Et ça se voit super clairement sur ces statistiques, toujours du gouvernement français, avec les différentes pics épidémiques. Ça, c'est début 2022. Et ça, c'est plutôt printemps 2022, été 2022. Et on voit très bien que depuis l'été 2022, le vaccin est donc inefficace contre les infections. C'est-à-dire le taux d'infection était identique entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées. Bon, il faut dire aussi que la plupart des personnes non vaccinées avaient déjà été infectées à ce moment-là. Donc ils n'étaient pas non plus totalement susceptibles à une infection. Donc on avait moindre efficacité de la vaccination contre les infections. Et aussi, lorsqu'on regarde les formes graves, bah, on a une différence au niveau des pics chez les personnes non vaccinées et les personnes vaccinées. Donc le vaccin était toujours 50 à 60% efficace contre les formes sévères, mais il y avait une diminution de son efficacité. Alors, comment expliquer ça? L'explication, c'est que le virus non plus n'est pas le même qu'en 2020. Donc les collaborations internationales collectent les séquences du génome du SARS-CoV-2 partout dans le monde. Il y a des analyses de séquences qui sont faites de façon quasi automatique et une organisation des séquences dans différents groupes phylogénétiques, donc différents clades de virus. Et sur les sites comme Nextstrain ou DSAID, on peut visualiser comment la population virale a évolué sur les 2 ou 3 années de l'épidémie. Donc ici, j'ai représenté toutes les données depuis le début. En Europe, il me semble, oui, c'est ça. Donc on voit 2020 jusqu'en début 2021, on a les souches initiales, souches de la première vague qui se répandissent dans la population. 2021, on commence à voir les premières variantes, la souche alpha, et puis ensuite un peu plus tard, c'est delta qui vraiment domine la population virale en circulation en Europe. Et puis, fin 2021, on voit ce shift avec l'arrivée des souches Omicron qui déplacent largement toutes les souches qui circulaient auparavant. Donc, depuis début 2022, on a la souche Omicron et puis les sous-variantes de Omicron. Alors, comment se fait-il que la souche Omicron ait eu tellement de succès? Alors, si on regarde les titres d'anticorps neutralisants, dans le plasma de personnes vaccinées, soit avec le vaccin Pfizer, soit avec le vaccin AstraZeneca. Et on teste les anticorps dans le sang contre les souches initiales, en bleu ici, en gris peut-être ici, qui représente ces souches virales, contre la souche delta, qui représente la couleur qui colle assez bien avec les souches delta ici, et les souches Omicron qui étaient en circulation début 2022. On voit que si vous étiez vacciné, bon, taux d'anticorps neutralisation, le taux d'anticorps neutralisant était raisonnablement fort contre
les souches initiales, un peu plus faible contre la souche delta et absolument zéro contre les virus Omicron. Et c'était la même chose si vous avez été infecté. Donc ça, c'est 6 mois ou 12 mois après une infection, c'est-à-dire le plasma a été prélevé chez les personnes 6 mois et 12 mois après l'infection. Donc après une infection, on développait un taux d'anticorps neutralisants ou des anticorps neutralisants contre la souche initiale qui croisait un petit peu avec Delta, mais Omicron, non. Ce qui veut dire, et donc ça, c'était des données de Delphine Planas dans l'équipe de Lévier-Schwartz à Pasteur, publié il y a un an. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la souche Omicron échappe aux anticorps qui sont développés soit à la suite d'une infection, soit à la suite de la vaccination. Et c'est ce qui explique pourquoi le virus continue de nous infecter. Alors, si on regarde un petit peu en détail, donc la glycoprotéine S du SARS-CoV-2, c'est un trimère organisé dans, comme on a vu, en deux domaines, S1 et S2. S1, c'est le domaine de fixation sur le récepteur, et S2, c'est le domaine de fusion. Et dans le domaine S1, on a la partie C-terminale qui assure la liaison sur le récepteur. Donc c'est le Receptor Binding Domain, la RBD. Donc on peut regarder où se trouvent les mutations qui, qui caractérisent là où les différentes souches Omicron. Donc la souche Omicron présente fin 2021, début 2022, avait des mutations en rouge ici, qui étaient dans le site de fixation sur le récepteur, l'AS2, et aussi sur les épitopes reconnus par les différentes classes d'anticorps monoclonaux neutralisants. Donc on avait des mutations ici sur le site de fixation sur le récepteur qui vont empêcher la fixation d'anticorps neutralisants de classe 1 et de classe 2 et encore d'autres mutations ici et là qui vont rendre le virus résistant dans une moindre mesure aux anticorps de ces classes-là. Donc c'est pour ça que le virus était tellement résistant aux anticorps développés par la vaccination ou par des infections. Alors, où sommes-nous actuellement? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Bah, on peut dire que ce que l'on voit, c'est que la glycoprotéine spike a continué à évoluer sur les 3 dernières années, vraisemblablement sous la pression de la réponse immune de l'hôte. Donc, nous, on est vacciné ou on a déjà été infecté, donc on développe une immunité, mais le virus va évoluer pour échapper à cette immunité. Et donc ça ressemble vraiment au phénomène de dérive antigénique que l'on a bien caractérisé chez le virus de la grippe. Donc probablement ce qui va se passer, c'est que SARS-CoV-2, comme les autres coronavirus humains et comme le virus de la grippe, va continuer à provoquer des vagues d'infection et que ces infections vont pas forcément être moins pathogènes qu'actuellement. On peut regarder, vous pouvez regarder dans les chiffres, il y a 2 ou 3 diapositives, le taux de décès par infection, c'est un peu plus élevé en janvier, février 2023 comparé à ce qu'elle était janvier et février 2022. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Bah, je pense qu'on finira par gérer la SARS-CoV-2 comme ce que nous faisons avec le virus de la grippe. Et je pense qu'il y aura une vaccination recommandée peut-être annuellement pour les personnes âgées et d'autres personnes à risque des formes graves, avec éventuellement une reformulation du vaccin. Euh, Enfin, on ne sait pas avec quelle régularité, mais peut-être on va adapter le vaccin pour avoir une meilleure correspondance entre le vaccin et les souches du virus qui circulent.
Et donc finalement, le SARS-CoV-2 a vraiment gagné, le jackpot pour un virus et il est, désormais le 5e coronavirus humain. Je pense qu'on doit en vivre avec ce virus pour, qui sait, peut-être pour le reste de l'existence de l'espèce humaine. Un dernier mot à dire, donc il ne faut pas oublier que, surtout au début de l'épidémie, le personnel soignant a été, vraiment, heu en première ligne et il y a pas mal de personnels soignants qui, se sont fait infecter et ont été, tués, par le virus et notamment le docteur Li Wenliang, un médecin à Wuhan en Chine et c'était un des médecins qui avait signalé les premiers cas de Covid-19 auprès de ses collègues. Pour ses peines, il a été reprimandé par, le pouvoir public à Wuhan et malheureusement, il a continué à soigner ses patients, mais il a attrapé et il a été tué par le virus à l'âge de 33 ans. Donc on termine comme ça avec une pensée pour, ceux qui, par leur dévouement, ont donné leur vie pour, combattre cette épidémie. Donc c'est la véritable fin des cours de virologie 2023.